eu un premier épisode consacré au redémarrage de la voiture après des années d'immobilisation suivi d'un rapatriement sur 800 km. Ensuite, on est passé à l'épisode 2 durant lequel j'ai passé mon temps à réparer des trucs et à vous faire la promesse d'un épisode 3 durant lequel j'essaierai de vous prouver que cette caisse n'est pas un immense pot de fleurs rempli de fluides suspects qu'on pourrait révéler à la lumière UV, mais simplement une voiture aux qualités insoupçonnées, s'apparentant à une business class. Mais avant d'arriver à ça, on a un dernier sprint à courir. Et ça, c'est maintenant. Ouais, bien content de ce petit montage qui permet de diffuser le signal d'un téléphone sur cette télévision ou de revenir au traditionnel magnétoscope, au choix. De quoi trouver l'inspiration pour passer à une étape impliquant un peu de gymnastique, la vidange de boîte automatique, avec malheureusement un absent au casting, le bouchon de vidange. On est donc à peu près sûr d'en mettre partout au moment de vider le carter. Et bizarrement au fond il n'y avait pas que de l'huile. Alors, il va falloir trouver d'où il sort parce que je ne l'ai pas vu tomber. Il va falloir que je me renseigne. On trouve des résidus de friction sur l'aimant, ce qui est normal, mais aucun débris inquiétant. Ah, et puis j'ai trouvé d'où venait le passager clandestin. En fait, c'est très con. C'est ce qui scelle l'emplacement du tube pour la jauge de la boîte. Quand ils montent la jauge, ça tombe dans le carter. Et chez Ford, ils se sont dit que bon, ça peut bien rester dedans. On peut le jeter, il sert à rien. Et ça permet aussi de savoir que c'est la première vidange de cette boîte automatique. Après, j'ai décidé de ne pas remplacer le joint. Ceux que j'ai de remplacement, ils sont tous assez différents. Ils couvrent toute la largeur du plan de joint. Si je les installe, ils vont pas bien sceller aux endroits où ça a rouillé. Ensuite, on remonte le tout et on peut remplir la boîte. Ça reste une vidange partielle, mais c'est bien pour commencer. J'ai pu remplacer environ 6 litres. Dans l'épisode 2, j'avais remplacé certains soufflets et biellettes, mais j'avais pas encore ce qu'il me fallait pour alimenter les points de graissage du train avant. J'ai trouvé mon bonheur chez Claas, que j'ai maintenant la chance de compter parmi mes partenaires. Et Racing Lube m'a fourni le tube de graisse, donc voilà un truc en moins à faire sur la liste des points à revoir sur cette voiture qui a passé bien assez de temps sans entretien. Je me disais aussi que c'était bizarre sur une voiture comme ça de devoir claquer le coffre à ce point. Donc j'ai modifié un peu les réglages de jeu pour que ce soit plus facile à faire à la main, mais c'est normal en fait. En regardant de plus près ici, on voit que le connecteur du système de soft close, il est cassé. Donc en principe, quand on approche le coffre, elle devrait finir de le fermer toute seule avec le moteur qui est là. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Le connecteur, j'ai 12 volts en permanence. Et sur le troisième fil, j'ai un signal uniquement quand le crochet du couvercle de coffre est actionné. J'ai trouvé ce qui cloche finalement, c'est la liaison avec un des charbons. Le fil est coupé. Mais en fait, je vais pas m'emmerder à le refaire parce que j'y arriverai. Hein. Le problème, c'est qu'il manque une bonne partie de la pièce ici. Je sais pas pourquoi elle a été démontée, sûrement pour pouvoir utiliser le coffre sans que le moteur soit fonctionnel. Et en fait il y a des composants ici dont je ne vais pas pouvoir me passer parce que normalement il y a un levier articulé qui permet de couper de l'alimentation, je pense, au moteur quand il est suffisamment bas. Heureusement j'ai pas eu trop de mal à en trouver un de rechange. Voyons voir si ça fonctionne comme ça devrait maintenant. Bon, c'était quand même facile à régler, mais même si c'est un détail, ça compte. Justement, en parlant de détails, en passant sous la voiture pour virer l'antibrouillard arrière rajouté, je me suis rendu compte que les fixations inférieures du pare-choc étaient cassées. Toutes, sans exception. Je vais réparer ça avec de la colle bicomposant, mais avant il a fallu décaper, dégraisser et les fixer momentanément avec une colle moins résistante, mais à la prise quasi instantanée. Et ça tombe bien que j'ai mentionné l'antibrouillard, on va le remplacer en vue du passage au CT. Putain, il y avait un caillou dedans quoi. Comme la baguette inférieure avait déjà bien souffert, j'ai pas eu trop de peine à la chauffer pour lui donner une forme qui aidera à orienter correctement le nouveau feu. Et voilà ce que ça donne.
C'est quand même vachement plus discret, non? J'en ai aussi profité pour remplacer l'interrupteur qu'il commandait, pas très adapté à l'emplacement. Maintenant, moi j'ai un signal lumineux pour savoir quand j'éblouis la tronche de quelqu'un. À la dépose du pare-choc, j'en ai aussi profité pour installer un équipement quasi indispensable pour cette voiture dont j'avais déjà passé le câblage lors de l'épisode précédent. Écran éteint, c'est juste un rétroviseur qui vous permet surtout de garder un œil sur vos passagers les plus turbulents. Avant de m'attaquer à des trucs plus essentiels, j'ai réglé un de ces défauts d'alignement qui irritent à chaque fois que vous regardez la voiture. Ouais, c'était juste histoire de temporaliser un truc chiant. Quand ils ont mis en place ce panneau sur cette voiture, évidemment après ils ont eu à le repeindre et ils ont oublié qu'il fallait aussi pulvériser là. Donc ça n'a pas été vraiment bien protégé. Ensuite ils ont quand même mis un joint d'étanchéité, mais de ce côté c'est le moins pire, hein. Il y a de la corrosion sur tout le long, surtout sous le joint je pense. Donc je vais essayer de l'enlever et de poncer proprement et de repeindre. Comme on va faire un raccord de teinte, il faut dégager un peu d'espace, pas le choix. Pour bosser proprement, il faut déposer les barrettes lumineuses des montants. Par contre, pas question pour moi de retirer les vitres. Je relève plutôt le joint en passant un câble électrique en dessous. Évidemment, comme un plaisir ne vient jamais seul, il faut répéter tout ça côté opposé. Et pour poncer, j'ai poncé, quand je me suis rendu compte que c'était rouillé même sous l'après. A mon avis, les panneaux étaient sûrement mal stockés et devaient être déjà rouillés en surface avant d'être installés et apprêtés. Donc après être arrivé à la tôle saine, j'ai passé le produit Stop Rouille Coliris avant de pulvériser l'après-garnissant qui sera recouvert d'un pot de mastic qui devrait aider à lisser les zones qui ont été mises à nu. Bon, c'était aussi pour essayer d'améliorer l'état de surface qui était franchement pas fabuleux en premier lieu. La préparation lors de la transformation était un peu bâclée à cet endroit, on dirait. Comme on va faire de la peinture, j'en profite pour corriger un défaut que j'avais remarqué sur le pare-choc avant. Il a été frotté et ça se voit quand même pas mal. Comme à chaque fois que je peins au pistolet, je recouvre l'intégralité de la voiture. Celle-là va consommer pas mal de longueur de bâche, mais il faut ce qu'il faut. Évidemment, vous avez tous très hâte de savoir comment s'est passé le travail. Trêve de suspense. Tout ne s'est pas passé comme prévu, ce qui est plus ou moins comme prévu donc. Le pare-choc est vraiment pas mal, à l'exception d'une erreur. Je fais attention à ça d'habitude, mais là j'étais vraiment trop crevé, j'avais trop chaud, je suis allé prendre une douche et faire une sieste juste après. Et en fait, le masquage, il faut l'enlever assez vite, sinon voilà ce qui peut se produire. On peut facilement emmener de la peinture avec le masquage qu'on retire, le scotch. Donc ici il faudra que je fasse une retouche. C'est plutôt bien. Franchement, la brillance est là, il n'y a pas de peau d'orange, il n'y a pas de couleur. Pour le reste, c'est une autre paire de manches. Et c'est vraiment con parce que le travail de pistolage est plutôt bon, mais j'ai eu une réaction que je n'explique pas. Vous voyez le frisage là qu'on voit sur la partie de l'arête, quasiment tout le long, enfin non pas tout le long mais une bonne partie. Je ne sais pas d'où ça vient, je suppose qu'il y a eu un souci vis-à-vis des températures qu'on a atteint entre les couches, je ne sais pas. En tout cas, ici il y avait de l'après partout. Si c'est que le vernis sur la couche supérieure ça va, si c'est la teinte en dessous là c'est la merde. De l'autre côté, on a quelque chose de différent, pas mieux, mais différent. Voilà, un autre type de frisage, moins prononcé mais merdique parce qu'à cet endroit ça va être vraiment très marrant. On a aussi l'unique couleur que j'ai faite pendant ce travail de peinture.
Voilà, j'en suis assez fier. Une seule coulure sur tout le travail, c'est beau. Alors pour corriger ma petite connerie au niveau du pare-choc, je laisse couler un petit peu de teinte directement dans les interstices. Et après, une fois sec, je passe la même chose mais avec un mélange de vernis et de durcisseur pour avoir un truc costaud. Si j'avais été un peu malin, j'aurais fait le tour de la voiture avant de me lancer dans ce travail de peinture. J'aurais remarqué que le pare-choc c'était pas la seule pièce frottée. On va pouvoir repeindre aussi 4 baguettes latérales. Au moins ça se démonte, enfin en principe. Ça. Et un petit bonus que j'avais pas vu aussi. Cet endroit de l'arête du capot, enfin sur le retour de capot à l'intérieur. Ah, pour retirer la première baguette de porc, je me suis bien amusé. Avec les informations contradictoires trouvées sur le net et l'absence de visibilité, je me suis retrouvé face au dilemme de démontage à haut risque. J'ai abîmé quelques agrafes plastiques qui semblent absolument introuvables. Heureusement, il en reste suffisamment pour que ça affecte pas vraiment le remontage. Pour les baguettes centrales, c'est nettement plus facile. On vire les bandes de faux chrome et on accède au rivet que je vais percer. Côté gauche, ceux qui sont censés maintenir la plaque chromée étaient tous cassés et ça c'est sûrement dû à la rouille qui a dû pousser contre le panneau. Heureusement rien de perforant, mais j'ai bien pris le temps de décaper tout ça et de traiter avec plusieurs bonnes couches d'après époxy. Pour rappel, quand on décape les pièces plastiques, il faut bien penser à appliquer un primaire avant de pulvériser la près d'accroche qui servira de base à la peinture. Pour le retour du capot, j'ai préféré faire dans la simplicité. J'ai mélangé de la teinte avec du vernis pour pouvoir passer le produit en une seule application. Pas très académique, mais pour ce cas de figure, ça fonctionne bien. 3 jours plus tard, vu les températures élevées, le vernis est sûrement prêt à être rasé de près. Eh oui, je reviens armé de ma lame la plus affûtée pour tenter de sauver tout le travail de peinture mis en péril par les défauts que je vous ai montrés. Et ça a parfaitement fonctionné pour une fois. Vous pouvez aussi admirer la concordance de teinte, merci Coléris. Sauf qu'après avoir poncé et illustré les montants, je me retrouve face à un problème. Ça rend beaucoup mieux que le reste des latéraux. Faut admettre encore une fois que la finition est pas irréprochable au niveau des zones repeintes par le transformateur. Donc après avoir fait sécher du joint PU à l'intérieur des panneaux chromés pour éviter les frottements qui ont sûrement causé les problèmes de rouille, je les rivette à nouveau avant de me lancer dans un projet du genre ambitieux, ou désespérant, c'est comme on veut. Ça commence par un petit test sur les panneaux qui n'ont pas été repeints par Colonial Autotech. Ils ont beau être très micro-rayés, quelques passes de polish suffisent à retrouver un aspect plutôt bon. Et voilà le fameux projet. J'ai polyillustré le panneau central. Vous pourrez remarquer la différence avec le vernis de la porte qui est malheureusement pas très tendu. Donc voilà quelques éléments de comparaison, avant, après. Et la suite qui était très longue et très résumée pour vous. Après il s'est mis à pleuvoir. Pas 2-3 gouttes, mais plutôt des seaux d'eau. Et là, je dois remercier un certain Grégoire qui a accepté d'héberger la Lincoln pour me permettre d'avancer mon chantier malgré tout. Et justement, en avançant sur ce sujet, je me suis rendu compte que ça rendait certains défauts tellement évidents que j'arriverais pas à les tolérer plus longtemps. Alors je me suis rappelé de quelqu'un qui m'avait contacté il y a quelques temps. Louis, tu as eu la gentillesse de proposer tes services pour venir à ma rescousse sur le projet de mon choix. Voilà. Tu as une petite société qui s'appelle Decabos. C'est ça, tout à fait. Et donc, tu aimerais trouver des gens qui ont des véhicules dans ce style atypique pour des travaux qui changent un peu de l'habitude. Voilà, c'est ça, pour changer de l'ordinaire, de la grêle, voilà, ça permet de... Les 208 grêlés, c'est sympa, mais des fois, c'est bien de changer un peu, quoi. C'est sympa, ça fait du volume, mais voilà, de temps en temps, ça fait plaisir de travailler sur des véhicules atypiques. Bah écoute, on va essayer de s'attaquer au chantier.
On trouvera aussi des exemples avec des tarifs s'il y a des gens qui sont intéressés, comme ça ils pourront te contacter. Je mets les infos en commentaire. Ouais. Et tu m'as dit que s'il y a des questions, tu pourrais y répondre également. Voilà, je serai là dans les commentaires. Donc on va commencer par ce chiffonnage à l'arrière gauche, qu'on voyait à peine avant quand le vernis était aussi brillant que l'idée des ZFE, mais qui maintenant m'empêche de trouver le sommeil. S'il a mis les lunettes là, c'est que ça commence à devenir sérieux. En fait, apparemment, j'ai pas besoin de lunettes, c'est juste pour le débossage. Tu vois, voilà, là on revient. Ouais. Là c'est très clair. Ouais. Ensuite il a pris le temps de nous présenter ses outils. C'est pour rentrer dans les renforts. Ensuite on a les tiges à renfort. Une fois que tu as dégarni, si l'enfoncement est au niveau des renforts, tu peux trouver un trou là où la garniture s'aggrave par exemple. Ouais. Et tu rentres dans le trou, tu viens farfouiller dans le renfort. Une barre droite, on accroche le crochet, on fait le levier. Okay. On peut mettre plein de choses. Ça, c'est de la petite grêle, on va toujours travailler la pointe, toujours. Ouais. Mais si c'est de la grosse grêle ou d'autres enfoncements, on va utiliser un embout téflon par exemple. En fait, tu vois, c'est marrant, mais avant ton intervention, je trouvais ça mystérieux et extrêmement difficile d'approche. Et après ton départ, je trouvais ça encore plus mystérieux et difficile. Là, tu as l'autre catégorie d'outils, c'est les barres à portière. Glisser entre la vitre et le joint lèche-vitre. Ouais. On glisse dedans, en ayant protégé la vitre, bien sûr. Et ensuite, on fait le levier. Tout ça, c'est pour les portières. On va déjà retaper les positifs qu'on voit. Le gros de l'enfoncement, il est ici. Là. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de rendre ça plus moche au départ pour pouvoir ensuite faire en sorte de rattraper tout. Oui, là, tu vas voir. C'est ça qui fait peur en fait. Hein. En fait, du moment que tu as de l'accès, tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Le pli là, il est descendu violemment, donc là il n'est pas beau, il va être retravaillé par la suite. Donc derrière le négatif va être repoussé. Maintenant que la forme globale y est, j'ai pris une barre un peu moins conséquente avec une pointe et on va simplement venir repousser tous les petits défauts. C'est ça, en fait les plis ça verrouille tout. On arrive au moment du comparatif qui est assez parlant, je pense. On perçoit encore des défauts qui, en réalité, ne pourraient se voir qu'à l'aide de cet éclairage particulier et qui pourraient être gommés par un nouveau lustrage. Compte tenu du peu de temps qu'on avait devant nous, Louis m'avait prévenu qu'il ne pourrait pas obtenir un résultat irréprochable. En moins d'1 heure de temps pour ce défaut, j'estime que c'est franchement bluffant. Il nous restait une petite demi-heure devant nous, alors la porte-conducteur, qui était le second panneau le plus touché, a eu droit aussi à un petit massage. Avec en bonus la disparition d'un coup de porte sous l'arête supérieure. En moins de 10 minutes. Voilà, avec ça, je vais dormir comme un bébé. Quelques ultimes retouches avant de refermer tout ça et on va arriver au bout du temps imparti. Remarque de Louis au sujet de la voiture, des tôles de cette épaisseur, ça change du papier à cigarette qu'on a sur les véhicules actuels. Je pense qu'on peut considérer la mission comme accomplie. On a un bon cadre d'école ici avec quelques déformations. Ils sont pas pointus, ils sont pas violents, donc 2 tirages colle comme ça sur un même élément tourne aux alentours une soixantaine d'euros dans ces eaux-là. 60 € la paire, ouais. On va oublier le défaut de peinture, lui, on pourra rien y faire. Oublions la peinture craquelée et la corrosion du coup. On a une arête ici. Ouais. Alors elle n'est pas vive, mais elle est là quand même, donc elle rigidifie l'ensemble, donc elle complique le redressage. Et ensuite on a un galbe au-dessus, donc pareil, on a des formes. Donc ça c'est vraiment complexe. Donc on peut y accéder, mais c'est compliqué. Et voilà, donc là on est à plus d'une centaine d'euros. Combien ça coûte aussi à reprendre en carrosserie un panneau comme ça plus que 100 balles quoi. Donc, Et puis quand j'ai cartonné la limousine, je t'appelle pour des bosselets, c'est ça? Ouais, voilà. Bon à bientôt Louis. À bientôt. Ciao. Pour nous aussi, il est temps de mettre les voiles et de commencer le remontage.
me suis permis une petite fantaisie pour célébrer la fin du chantier. Je peux passer à l'étape pas très excitante de rejointer tout ce que j'ai retiré. En cas de raté, je risque d'ajouter un nouvel équipement à l'habitacle de la limousine. Une petite cascade naturelle. Toutes les entrées d'eau potentielles sont ajointées soigneusement avant de remonter les baguettes lumineuses. Ça m'a pris un bon moment pour pouvoir les raccorder de nouveau électriquement d'ailleurs. Et puisque j'étais dedans pour le faire, je me suis dit qu'il était largement temps de s'occuper d'un défaut assez flagrant. L'occultant du toit ouvrant dont le revêtement bâille lamentablement. Je recommande pas de recoller les ciels de toit de cette manière, mais là, au pire des cas, si ça fonctionne pas bien à terme, le déposer reste une formalité en comparaison. Voilà une bonne chose de faite. Un autre truc plus anecdotique qui mérite, les ouvrants des cendriers qui s'ouvrent tout seuls à chaque claquement de porte. J'ai mis en place un ressort fixé différemment de l'origine et normalement ça devrait s'avérer plus résistant. Ah, et en parlant des portes, je vous ai pas montré ce truc, je crois. Le clavier d'entrée de la voiture, qui permet de verrouiller les portes en appuyant sur ces deux touches. On peut également l'utiliser pour déverrouiller certaines portes au choix. Donc je ne vais pas vous montrer le code évidemment qui permet de le faire, mais je peux vous montrer le principe. Donc là je viens de faire le code qui permet d'ouvrir la voiture, ça a ouvert la porte conducteur. Si je rappuie une fois ici, ça va ouvrir les autres portes, voilà. Et si j'appuie ensuite là, j'ouvre le coffre. N'est-ce pas magnifique? Et là j'arrivais vraiment au bout des trucs qui méritaient d'être touchés puisque j'ai repeint le cordon de l'interphone dont la couleur s'écaillait. À terme je le remplacerai simplement par un noir je pense. J'admets que j'ai mis un moment avant de trouver à quoi correspondait chaque commande de cet ensemble-là. Mais c'est bon et du coup j'ai pu tout libeller. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Ça c'est le bouton qui permet d'alimenter tous les accessoires, en règle générale à l'arrière. Ensuite on peut, avec celui-là, autoriser l'allumage des éclairages arrière. Là on les force. Ça c'est pour baisser et monter la séparation chauffeur. Ça c'est pour commander le toit ouvrant qui est à l'arrière. Et en fait les deux boutons là c'est pour autoriser leur utilisation depuis l'arrière. Donc si je fais ça à ce moment là ils pourront ouvrir le toit ouvrant et là ils pourront commander la séparation chauffeur. Évidemment ça c'est l'interphone. Interphone qui fonctionne admirablement bien d'ailleurs. Et puisque j'ai passé le contrôle technique avec, sachez que cette limousine pèse un peu moins de 2,5 tonnes, soit environ 200 kg de moins que le Chevrolet Tahoe. Et on arrive enfin à la section que je vous avais promis. Parfois c'est énervant et pour votre propre sécurité et celle des autres usagers de la route, vous avez besoin de rester zen. Il y a donc une solution à ce problème. Et voilà,
le problème a disparu. Ce qui en fait donc le véhicule familial le plus performant qui soit. Comme vous le savez bien, au fond du parking, on trouve toujours quelques places libres qui sont parfaites pour garer ce machin qui est passé parfaitement inaperçu d'ailleurs. Non, le seul problème, c'est le rayon de braquage. C'est pas ouf. Pour corriger ça, j'ai voulu voir si elle pouvait facilement se mettre en glisse, ce qui améliorerait considérablement cet aspect. Sur ce point, elle s'est avérée encore une fois un peu décevante, je dois dire. C'est rigolo ? Ensuite, j'ai tenté de la mettre de nouveau en défaut sur les plus petites routes de campagne, mais elle s'en est très bien sortie. Il nous restait un dernier truc à tester, les épingles en montagne. Je pense qu'on peut dire qu'elle s'en tire avec les honneurs. Voilà, maintenant, à part si vous êtes amateur de drift, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas acheter de limousine. Toujours pas convaincu? Alors, je vous propose ce petit montage commercial qui peut-être achèvera vos dernières réticences. Si vous avez suivi l'aventure depuis le début, vous savez que ce projet est intimement lié à un autre qui a débuté le même week-end, celui du Chevrolet Tahoe faiblement kilométré. J'en profite donc pour vous en donner quelques nouvelles. J'ai dû faire pas loin de 3000 km avec et je l'ai utilisé notamment pour tracter. C'est assez facile d'oublier qu'on a quoi que ce soit attaché à l'arrière. J'ai retiré les traces d'un ancien montage qui servait sûrement à alimenter une barre d'éclairage supplémentaire derrière la calandre. Vous avez d'ailleurs peut-être reconnu l'interrupteur que j'ai récupéré pour la Town Car. Ensuite, j'ai géré le problème le plus urgent de l'été, retrouver une climatisation fonctionnelle, ce qui a impliqué de remplacer le compresseur. Depuis, je peux sur demande le transformer en congélateur. Mon contrôleur technique m'a fait remarquer que j'avais une rotule avant HS et après remplacement, les retours dans le volant ont disparu. Appréciable.
Pendant le test de freinage, il y a aussi le câble de frein à main qui a lâché d'un côté, donc je l'ai remplacé. Et concernant la partie esthétique, comme je trouvais le haillon désespérément vide, j'ai fait imprimer un sticker qui habille un peu le vide sidéral que c'était. J'ai pu aussi compter sur la fantastique générosité d'un abonné et ses collègues qui ont réalisé pour moi une pièce sur mesure pour faire office de cache-moyeu. Parce que je trouve que ça manquait à ces jantes. Ouais, c'est pas de la camelote. Et sur les 3000 km, il m'est quand même arrivé un truc. Et c'est la panne. C'est vraiment de la camelote, c'est bien. Il y a 420 000 bornes et ça y est, ça commence à péter des raccords en plastique là pour les durées de refroidissement. Donc l'alerte de niveau bas de vase d'expansion fonctionne. Ça m'a entre guillemets sauvé. J'étais pas loin de ce parking de supermarché. Supermarché qui ne dispose que de peu d'articles de bricolage, puisque tout ce que j'ai réussi à acheter se rapprochant de ce que je suis susceptible d'utiliser, c'est une agrafeuse et des pics à bigorneaux. Mais sur le parking, il y avait aussi des gens qui venaient d'arriver, des voyageurs en vélo, qui ont eu la gentillesse de me prêter ça. Je verrai si je peux m'en servir. Et surtout, par hasard, oui, j'ai acheté de l'eau de source évidemment, j'avais aussi un sac plein de durite parce que j'étais allé aider mon père à réparer la tondeuse. Et peut-être qu'il y a un ou deux colliers là-dedans et surtout une durite qui va me permettre de me raccorder à la partie qui est cassée là-bas. La possibilité dans ce cas de figure, si on n'a pas de collier ou de trucs pour maintenir ça correctement, c'est de laisser le système en dépression, enfin en dépression, ne pas monter en pression avec, en laissant le bouchon pas mal dévissé. Comme ça, la flotte peut sortir au lieu de faire péter la durite ou le montage que je vais essayer de faire. Donc je vais voir ce que j'arrive à bricoler. Dans le lot de mes fournitures, j'ai réussi à trouver un Rilsan qui était utilisé, mais avec les pics à bigorneaux, on fait des miracles. Donc j'ai pu le rouvrir. Je l'ai mis en place et de nouveau les pics à bigorneaux m'ont sauvé la mise puisque ça me permet de rajouter de la tension sur le Serflex. J'ai emmanché des durites les unes dans les autres. Il y en a 3 différentes. J'ai pas pu les enfoncer beaucoup parce que j'ai pas de pince et enfin pas les outils qu'il faudrait quoi. Et bon, le collier ici, j'ai réussi à l'utiliser avec ma super agrafeuse. Je pense qu'elle pourra plus jamais servir d'agrafeuse. D'ailleurs, elle n'a jamais servi d'agrafeuse vu qu'elle sort du magasin. Bref, je vais remettre en eau et on va voir combien de kilomètres j'arrive à faire comme ça. C'était fabuleux par cette température de couper la clim et de mettre le chauffage. J'ai adoré. Bon voilà, ça l'a fait. C'était assez facile finalement, pas eu de problème. La température est restée à son niveau normal. Et donc, je sais, j'ai fait 30 bornes, 40, un truc comme ça, ouais. Bon, tout le trajet, chauffage à fond à l'avant et à l'arrière. J'ai plus qu'à commander la pièce et surtout maintenant, vous savez que laissez tomber les outils. Enfin, les pics à bigorneaux, c'est tout ce qu'il vous faut. Le reste, c'est vraiment complètement futile. La pièce de remplacement est plus en plastique mais en aluminium. En fait, j'aurais même dû en commander une deuxième parce que un jour celui d'à côté va casser aussi. Voilà ce qui reste du raccord qui a cassé. Après ça, il est de retour sur les routes et il fait bien son travail. Et voilà, on arrive au bout de l'aventure avec cette limousine qui aura finalement pas comporté tellement de mauvaises surprises. Ce qui est souvent pas gagné avec ce genre de voiture. Et je profite de la fin de cet épisode pour vous montrer que 2 K-Cars ne suffisent pas. Voilà, enfin, ça dépasse là et ça dépasse un peu devant, ce qui est peut-être difficile à voir de là où vous êtes. C'est un véhicule qui occupe l'espace d'une manière assez peu rentable, je dois dire. Et c'est devant ce choc des proportions que je vous dis à la prochaine avec une autre. Ciao!